Diversité en entreprise, on en parle? Parler de s'ouvrir à tous les talents, partout. Recruter autrement. Intégrer et permettre d'évoluer. Parce que la diversité est un accélérateur de performance. Source de créativité. Et créatrice de valeur pour nos entreprises et pour la société. Rejoignez le mouvement. Sommet de l'inclusion économique. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cet atelier Management inclusif. Qu'est-ce que c'est? Quelles sont les bonnes pratiques? Je suis Virginie Allard du cabinet Valeurs et Développement. Je suis accompagnée de Louisa Renoux, de Bruno Laforesterie et de Pascal Bernard. Ils se présenteront rapidement tout à l'heure. Alors, comment nous allons nous organiser? Je vais faire une introduction, s'il vous permettez, sur ce qu'on appelle inclusion et management inclusif, poser quelques bases. Et puis après, je laisserai à nos invités le soin de chacune nous dire dans leur organisation respective comment ça se met en œuvre de façon pratique et pragmatique. Et puis après, nous prendrons un temps de questions-réponses, voilà, j'espère le plus long possible pour réellement répondre à vos questionnements. Alors, qu'est-ce qu'on appelle inclusion? Je pense que vous le savez, je veux juste faire un petit rappel. En fait, l'inclusion, c'est permettre à chaque individu d'être lui-même ou elle-même et d'atteindre en fait son plus haut potentiel au sein d'un groupe, et ce, finalement, quelles que soient ses singularités et quelles que soient ses différences. Voilà, c'est ça qu'on pourrait appeler inclusion. Et donc, si c'est ça notre définition de l'inclusion, finalement, le management inclusif, c'est poser les conditions, donner le cadre, c'est créer les conditions pour que ces individus puissent atteindre leur plein potentiel et être bien. Voilà. Alors, ce fameux cadre, j'allais dire inclusif ou de management inclusif, je voudrais juste vous donner quelques fondamentaux. Ça me paraît important. Alors, j'ai entendu ce matin qu'il y en avait déjà qui étaient posés dans la plénière, et bien sûr, c'est très bien. Je voudrais juste resynthétiser. Un premier fondamental, je dirais, ou un premier cadre, c'est que chacun et chacune puisse être soi. Donc ça a à voir avec l'identité sociale, que chacune puisse être soi, tout en appartenant au groupe. Donc c'est vraiment ces deux conditions-là qui paraissent a priori opposées, mais qu'il faut concilier quand on est dans le management inclusif. La deuxième condition, je dirais, si on est vraiment dans le management inclusif, c'est de manager la diversité à travers des problématiques qui peuvent s'adresser à tout le monde, donc de façon transversale, et pas uniquement à certaines populations qui pourraient encore plus les stigmatiser. Donc je vous donne des exemples de management transversal. C'est par exemple s'occuper de l'équilibre vie pro, vie perso. Ça, c'est une façon de s'occuper de chacun d'entre nous et de faire du management inclusif. Mais c'est aussi, par exemple, revoir les process de recrutement pour s'assurer qu'ils soient réellement sans biais et qu'ils soient réellement inclusifs pour chacun et chacune d'entre nous. Il y a beaucoup d'autres exemples, vous en entendrez. Troisième cadre que j'ai envie de poser pour ce management inclusif, c'est déployer un modèle d'équité pour de vrai. Alors, je vais être très claire dans mes propos là-dessus. Moi, je travaille sur ces sujets depuis 18 ans maintenant. Aujourd'hui, on entend beaucoup moins parler de non-discrimination. Si nous ne respectons pas la loi, ne serait-ce que le droit du travail, par exemple, si nous ne sommes pas réellement dans un cadre de faire en sorte, par exemple, de payer les femmes et les hommes à salaire égal pour poste égal, on peut faire tout ce qu'on veut en matière de politique, de genre, etc. On n'est pas dans les fondamentaux. Donc voilà, un vrai modèle d'équité pour de vrai, et pas uniquement dans le droit, c'est une des trois conditions de management inclusif. Et puis, une quatrième, ça serait de favoriser la collaboration et surtout la coopération entre les personnes. Bon, donc c'est l'écoute des opinions des unes et des autres,
la création, coopération, c'est la même racine que œuvre, hein, donc c'est la création d'une œuvre commune. C'est ça, en fait, avec une visée, une vision commune, de sorte d'être réellement, effectivement, inclusif. Et qu'est-ce qu'on peut trouver comme bénéfice, finalement, comme fruit à ce management inclusif ? Eh bien, c'est le bien-être d'à côté, hein, des salariés, des employés, des fonctionnaires, peu importe comment nous appelons les personnes qui sont dans l'organisation. Et puis, c'est de l'autre côté la performance individuelle et surtout collective. Voilà les bénéfices, les fruits que nous pourrions tirer de ce management réellement inclusif. Alors, j'ai là 3 invités qui vont pouvoir nous en parler de façon pratique et pragmatique. Et on va commencer avec Louisa Renoux, qui est partenaire chez PricewaterhouseCoopers Consulting France. Louisa, merci de nous dire comment ça se traduit chez vous et chez d'autres entreprises aussi que vous connaissez d'ailleurs. Merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes. On est ravis d'être présents ici chez PwC France et Maghreb. On accompagne l'ascenseur depuis sa création, d'où notre présence notamment à ce sommet de l'inclusion. Et c'est d'ailleurs une des pratiques de management inclusif qui nous aide à progresser, c'est de travailler au contact des associations, de mettre en relation notre intelligence, nos capacités intellectuelles au service des associations. Et puis récemment, on a constitué avec Diversity Days un livre blanc justement sur la diversité, sur comment mesurer la diversité. Donc on a interrogé beaucoup d'entreprises. Et donc je voulais vous partager quelques fondamentaux qui sont notre base à nous, PwC France et Maghreb, mais que finalement on a aussi retrouvé chez pas mal d'entreprises, que ce soit des corporates, des startups ou des PME, TPE. Parmi les pratiques, les best practices qu'on a identifiées, la première, évidemment, c'est de porter finalement ces questions de management inclusif au plus haut niveau dans l'entreprise. C'est-à-dire, ça doit être porté par le président directement, c'est le cas dans notre entreprise. Et notre président a désigné au niveau du comité exécutif une personne dont la responsabilité est l'inclusion et la diversité. Ça n'existait pas avant, donc ça c'est un geste assez fort. Ça veut dire qu'effectivement, dans nos instances de direction les plus élevées, c'est un sujet qu'on veut prendre à bras le corps. Ensuite, dans le deuxième pilier qu'on a identifié, il y a évidemment toute la question de la mesure. On part du principe, alors on est peut-être un petit peu biaisé parce qu'on est des financiers à l'origine, mais on part bien du principe que ce qui ne se mesure pas n'existe pas. Alors on a réfléchi là-dessus, on a un réseau international où dans certains pays on peut aller assez loin quand même sur la question de la diversité et de certaines mesures qu'on ne peut pas du tout réaliser en France. Et donc on s'est effectivement posé la question de jusqu'où on pouvait aller. Donc on travaille dessus de manière permanente. Et puis on travaille aussi autour des enquêtes de perception, avec évidemment toutes les précautions qu'elles nécessitent, mais aussi tous les retours et toute la richesse qu'elles peuvent nous apporter et ce que ça nous permet d'avancer et de progresser. Enfin, le troisième pilier, c'est de vraiment travailler sur la question de la culture. Donc là-dessus, on a beaucoup d'activités qui sont assez concrètes. D'abord, on va démarrer un cycle de formation de 12 heures. Chaque collaborateur va avoir 12 heures de formation. Alors, ce n'est pas que pour nous former sur les biais à la diversité, parce qu'on en a déjà eu ce type de formation, et notamment avec Mosaïque RH. Ce n'est pas que ça. C'est vraiment acquérir des compétences. Donc, on veut aller très loin. Et on s'est dit qu'un programme de 12 heures, ça nous permettait d'aller assez loin là-dessus. On a également, dans chacun des volets qu'on a identifiés et pour lesquels nous avons des programmes, mis en place des actions assez concrètes. Donc, on a un programme SID, donc pour encourager les femmes à progresser dans l'entreprise. Ces femmes-là, en fait, sont mentorées. Et on est très content parce que le programme, depuis 3 ans, c'est la première année où on a 50% de mentors hommes. Donc, on a aussi réussi à embarquer les hommes dans ce programme qui, au départ, était perçu comme juste une pépinière de femmes. Aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui est regardé globalement. On a un programme Shine pour la communauté LGBTQI and Allies. On a une mission handicap. Et donc, on a toute une série d'actions qui nous permettent au quotidien de piloter cette question de comment on manage bien l'ensemble de nos collaborateurs.
Et puis, évidemment, on a aussi mis en place des processus, très concrètement, pour les femmes. Systématiquement, on a des comités d'évaluation tous les ans avec des comités à mi-année. Et là, systématiquement, on va s'assurer qu'il y a un équilibre entre les hommes et les femmes sur le salaire et sur la progression salariale. Et si c'est pas bon, on rééquilibre. Donc ça, c'est systématique. Et du coup, on a des résultats pratiques très, très concrets. Et le dernier pilier qu'on a mis en place et qui nous semble être aussi une bonne pratique, on appelle ça un speak-up, c'est-à-dire que c'est une zone dans laquelle la parole est libre. Donc on a le droit, les collaborateurs ont le droit de faire une alerte dans un cadre éthique s'il y avait un comportement ou quelque chose qui ne convenait pas à l'entreprise. Merci beaucoup, Louisa. Alors, nous allons écouter maintenant Bruno Laforesterie, qui est président du comité Égalité 360 de Radio France et qui est également directeur général de Radio Move, donc qui est également opérationnel. Voilà. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas opérationnel d'être président du comité égalité, attention. Hein. Bonjour, merci d'être si nombreux. Voilà, certains ont eu un peu froid dehors, mais je pense qu'on peut se réchauffer maintenant. Hein. Voilà. Merci donc, pour l'invitation. Évidemment, je pense qu'on va se rejoindre un peu dans certains de nos propos, donc je vais aller vite sur ce qui a déjà été dit et exposé concernant, mais on parle de management inclusif, donc évidemment le mot management nous ramène obligatoirement à la direction et à la présidence de l'entreprise, et aujourd'hui ça demande une intervention, une implication personnelle, explicite, expliquée, et aussi bien en interne, en externe, et des engagements concrets. Donc c'est les échanges qu'on a eu avec notre présidente Sybille Veil quand il y a 2 ans, j'ai pris la présidence du comité diversité, c'est-à-dire ça doit être porté, y compris au conseil d'administration, qui fait que Radio France, par exemple, moi je considère que le rapport annuel qu'on fait, on a un rapport annuel d'une diversité au conseil d'administration où pendant à peu près 1 heure ou 45 minutes au mois d'octobre dernier, on expose de manière précise la politique, et on illustre les objectifs et on revient sur ce qu'on a fait dans l'année ou pas. Pour moi, ça commence là, et dans les entreprises, qu'elles soient publiques et privées, évidemment, dans les organes de direction. Nous, on est une entreprise publique, comme vous le savez, qui touche 15 millions de Français, qui est financée par toutes les Françaises et Français. Donc on a des responsabilités particulières qui se jouent au niveau, justement, du Conseil, où, évidemment, l'État est représenté en tant que tutelle. Donc, premier point. Deuxième point qui a été très important, et là on parle de management inclusif, c'est de dire aujourd'hui qu'on croit ou pas au ruissellement, quelles que soient les théories économiques, c'est un sujet où il faut que ça ruisselle obligatoirement. Parce que si, en termes de manager, les choses ne sont pas portées individuellement, moi, ça fait 20 ans que j'étais évidemment entrepreneur avant d'arriver à Radio France. J'ai monté pas mal d'entreprises, dont la Radio Génération et différentes choses. Je me suis rendu compte dans tous les combats, y compris citoyens, que c'était porté individuellement, et en fait c'était un problème à la fois que ça soit incarné et porté, mais c'était aussi un problème que ça soit lié à la personnalité du dirigeant ou du manager, parce qu'il faut que ça reste dans la structure. Et c'est ça le deuxième point, évidemment, sur lequel on a travaillé, de dire aujourd'hui, nous on a une communauté à peu près de 400 directeurs, directrices, managers sur 4500 salariés, on emploie à peu près 10 000 personnes par an, hein. Parce qu'évidemment, on est le premier employeur d'artistes aussi en France, de musiciens, de comédiens. Radio France est une entreprise, bien entendu, aussi artistique, en plus d'être une entreprise de radio. Et le deuxième engagement fort que j'ai demandé à notre présidente et qu'on a porté, c'était de dire qu'il fallait que cette question, évidemment, soit au cœur de notre mission et expliquée comme telle dans nos objectifs, clairement, sur les questions d'inclusion au sens large, parce que nous avons évidemment 2 publics, le public de nos salariés et artistes, et les 15 millions d'auditeurs, auditrices qui nous écoutent, qui nous regardent. Voilà. Et ce sujet, il a été traité de 2 manières à Radio France. Première manière, et avant même en 2016, on a créé ce qu'on appelle le comité diversité-égalité, qui regroupe à la fois les antennes, c'est-à-dire les gens qui sont les opérationnels, qui font en sorte que tous les jours d'être écoutés par les Français, et à la fois les structures RH, communication, secrétaire général. On a réussi à réunifier dans une seule instance les préoccupations que dirait, on va dire, l'activité principale, qui est quand même faire de la radio, toucher des gens, les imaginaires, l'information, donc rentrer dans le dur du sujet, et à la fois les sujets internes. Donc c'était première préoccupation importante, de ne pas considérer que le sujet diversité-égalité est un sujet RH à part entière. Certes, c'en est un,
ou de management, mais c'est d'abord un sujet de mission fondamentale pour Radio France, sur lesquels notre mission première, qui est faire des programmes, doit être totalement intégrée dans le dispositif. Donc c'était une première chose qui fonctionne aujourd'hui, je pense, assez bien à Radio France, et il s'avère que c'est un peu comme ce que vous disiez. Moi, je fais partie de la direction de Radio France, et je suis en fait sponsor du projet, mentor du projet, Égalité 360, dont je vous parlerai en quelques minutes, et qui fait qu'évidemment, c'est porté au bon niveau. De la conséquence directe de ça, c'est comment évaluer, vous disiez ce qu'on n'évalue pas, les managers, même si on est une entreprise publique, il peut arriver, et heureusement qu'on ait une partie variable de rémunération sur les objectifs qui sont fixés, notamment sur les antennes, en fonction de l'audience. Voilà, il y a plein de choses. Voilà, nous sommes évalués, et on a demandé à ce qu'une part très concrète, et c'est de l'ordre de 15%, soit adossée au programme Égalité 360, et que les managers, chaque année, sur la base de ce programme qui est très vaste et sur lequel chacun doit pouvoir se rattacher, on puisse, une fois par an au minimum, se poser la question de ce qui a été fait très concrètement dans son service sur ce sujet. Et aujourd'hui, pour moi, c'est un élément essentiel, non pas de se dire s'il n'y avait pas ça, ça ne marcherait pas, c'est de dire qu'en fait, on est une communauté de culture générale sur le sujet, qui fait que si chacun n'a pas au moins lu les 10 pages concernant le sujet et n'est pas capable de se repositionner dans son entreprise, dans sa structure, y compris dans son métier au quotidien, mais effectivement, c'est qu'on passe à côté de cette logique de management inclusif. Et aujourd'hui, il faut donner les tablettes, les lois, les règles, les objectifs, et que chacun se les approprie. Et fondamentalement, il faut aussi pouvoir l'évaluer, non pas en prenant les points en disant ce que tu as bien fait, pas ça, mais chacun rencontre en fait au quotidien des situations diverses. Quand on dirige une radio où il y a la thématique, par exemple, de la représentation sur les antennes, vous avez pu voir que Radio France a quand même beaucoup évolué sur ce sujet ces dernières années. C'est pas obligatoirement la même procuration de la direction de l'établissement qui s'occupe aussi de l'accès des personnes en situation de handicap pour qu'une personne puisse accéder aux étages pour travailler, entre guillemets, ou la personne aux ressources humaines qui doit s'assurer que les stagiaires peuvent arriver à Radio France sans connaître un cousin ou un ami dans la structure, sans contact ni réseau. Voilà. Et je pourrais citer plein d'exemples, sans parler évidemment des journalistes sur le recrutement, de dire qu'on n'est pas obligé de passer par les 7 écoles reconnues pour devenir journaliste à Radio France. Et là, on a une série de dispositifs, et tout ça a été regroupé dans un programme Égalité 360 qu'on a construit depuis septembre 2020 et qu'on a lancé en janvier 2021 avec la communauté d'une centaine de personnes qui ont participé à l'écriture, et on est arrivé effectivement à ce programme d'action. On fait des programmes de radio, donc on a fait un programme sur 3 ans, 21-23, avec 15 leviers, donc les grands leviers de l'écosystème diversité-égalité, et des actions très concrètes qu'on est capable d'évaluer au fur et à mesure de l'avancée. Et donc quand on présente au conseil d'administration en 2021, les actions 2020, les objectifs 2021 et les enjeux de 2022, ça c'est transparent et c'est visible, évaluable par les personnes et les salariés. Et notre premier message, c'est que le management inclusif, c'est déjà prendre en compte l'ensemble de ce qui a été décidé à haut niveau par la présidence et son conseil d'administration, l'assumer soi-même, l'évaluer et effectivement le porter auprès de ses collaborateurs. Et puis, autre élément essentiel, on a été confronté, comme d'autres entreprises aussi, malheureusement, à des problématiques d'agression, d'agissement sexiste, etc. Vous avez peut-être vu dans la presse ce type de thématique, malheureusement, qui touche tous les milieux, mais aussi, évidemment, Radio France. Et avec un volet historique, nous avons aussi opéré une logique de visibilité, de clarté dans les sanctions qui, aujourd'hui, sont absolument essentielles. Quand on ne peut pas travailler un management inclusif, c'est d'abord assurer des conditions de travail saines et apaisées dans l'entreprise. Et si on ne se met pas dans ces conditions d'avoir un environnement qui soit ni sexiste ni homophobe, on peut penser que c'est fou de dire ça aujourd'hui, mais c'est la vérité. Si les dirigeants ne prennent pas en compte que ce n'est pas le code pénal qui agit, mais le code du travail, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'est pas besoin d'attendre de faire un procès en cour correctionnelle pour voir que ça ne va pas. Non, l'entreprise doit assurer à ses salariés des conditions de travail qui leur permettent de se développer, quelle que soit leur personnalité, leurs orientations, leur volonté, et respecter la logique, évidemment, qu'on connaît contre les discriminations. Voilà, en quelques mots, on pourrait vous en dire beaucoup plus sur tout ce qu'on met en œuvre à Radio France, mais si c'était le sujet du management en tant que tel, voici les principaux messages. Merci Bruno. Alors notre troisième intervenant, ça va être Pascal Bernard, qui est DRH des ministères sociaux. Les ministères sociaux, ce sont les ministères de la Santé et du Travail. Pascal, voilà, merci de nous dire aussi comment ça se passe chez vous concrètement. D'accord, merci. Bonjour à toutes et tous. Écoutez, moi je partage complètement ce qui vient d'être dit. Pas
parmi mes premiers jobs, moi j'ai été démineur pendant 2 ans et je pense que c'est le job qui m'a le plus servi dans mon boulot de DRH et de manager dans les entreprises publiques ou privées. Je crois que quand on parle d'inclusion, il faut d'abord déminer le terrain, parce qu'il y a des discours, il y a des rapports, maintenant tout le monde est d'accord pour dire qu'il fallait faire de la diversité et de l'inclusion et de l'égalité. C'était pas le cas, voilà, une quinzaine d'années, hein, quand on a créé le label diversité à quelques-uns. C'était en 2010 ou quelque chose comme ça. On n'avait pas reçu un accueil très favorable et au final, on constate que 10 ans plus tard, tout le monde est OK pour le faire. Ça, je constate que c'est bien. Au moins dans les discours et dans l'imprégnation, il n'y a plus tellement de débats, encore que. Je suis historien de formation et l'histoire nous apprend qu'il y a toujours des retours possibles en arrière. Ça, je referme la parenthèse. Très concrètement, déminer le terrain, pour nous, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'un des principaux freins à l'inclusion, ça peut être le management, en particulier le top management et toutes les strates intermédiaires. Donc, ce qui est important, c'est de mettre, je dirais, bien s'accorder avec le top management et le management intermédiaire sur, je dirais, l'éthique de l'inclusion et les divers bénéfices de l'inclusion. On fait de l'inclusion parce que tout simplement c'est éthique. Je crois que si on veut être dans une culture humaniste, c'est quand même l'un des principes fondamentaux. Et puis en même temps, il se trouve que ça favorise le fonctionnement de l'entreprise. Donc c'est pas mal. Donc comment est-ce qu'on fait pour nous assurer le plus possible, je ne dis pas que tout est parfait et qu'on a gagné, tout nouveau manager, quel que soit son niveau, comité de direction, management intermédiaire, etc., et dans un programme de formation, un parcours de formation, où il y a différents modules. Et il y en a un qu'on a beaucoup boosté maintenant, qui dure 3 jours, sur l'inclusion en général et surtout l'inclusion dans notre entreprise, et en particulier dans les ministères sociaux. Et pour pimenter tout ça, on fait intervenir des collègues qui ont été recrutés récemment et qu'on choisit un peu, pas tout à fait au hasard. Il y en a comme par hasard qui viennent expliquer les difficultés d'inclusion qu'ils ont eues. Donc cette force du témoignage de proximité rend ce type de module et ce type de formation, à mon avis, beaucoup plus parlant, percutant et efficace. Semestriellement, on a instauré ce qu'on appelle des RETEC, des retours d'expérience. C'est-à-dire que on prend des panels de salariés, nouveaux arrivants, arrivés depuis 5 ans et au-delà. Et périodiquement, donc, on se pose la question. Et en matière de développement de la diversité, d'égalité femmes-hommes, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce que vous en pensez? Comment ça se passe? Qu'est-ce qu'on peut améliorer? Et tout ça est partagé avec les partenaires sociaux et avec les différents comités de direction, c'est-à-dire les cabinets des ministres. Autre point qui nous a paru très important, c'est ce que vous disiez, c'est l'inclusion du dernier kilomètre. Et c'est important que tout le monde dans l'entreprise soit évalué sur l'action qu'il peut avoir pour développer ou non les GAPRO et la diversité dans son domaine. Et chacun, au départ, on a dit ça concerne que les managers. Grossière erreur, non, ça concerne tout le monde, quelle que soit sa place dans l'entreprise. Chacun peut avoir un rôle à jouer en matière de développement de l'égalité professionnelle ou de la diversité. Et c'est la raison maintenant, dans nos entretiens d'évaluation, les entretiens d'activité, l'administration aime bien faire compliqué. Donc on a raccourci, fluidifié, synthétisé les entretiens annuels d'activité, mais on a mis en valeur un objectif qui était celui de développer les GAPRO et la diversité. Donc chaque année, chaque personne sait que elle va discuter avec son manager des actions qu'elle peut mettre en place et des résultats qu'elle a obtenus pour développer la diversité et les GAPRO. Qu'est-ce que vous avez fait? Comment vous l'avez fait? Quels résultats vous avez obtenus et quelles difficultés vous avez rencontrées? C'est dans une logique d'amélioration continue. Vous le disiez aussi, il faut aller jusqu'au bout, il faut traiter tous les points, y compris bien évidemment les points d'évolution de carrière et de salaire. En matière d'évolution de carrière, on fait très attention. Alors, il se trouve que dans l'administration, c'est les concours.
et les examens professionnels, bon, dans le secteur privé que je connais beaucoup mieux, parce que finalement, ça, on n'a pas l'impression, mais je suis un très jeune fonctionnaire. Moi, je suis revenu à l'État, je suis fonctionnaire d'origine, mais je suis revenu dans l'État depuis 3 ans. Et donc, ce qui est important, c'est de vérifier que les systèmes de sélection pour les évolutions professionnelles, pour les examens, les concours ou les systèmes que vous mettez en place dans les boîtes privées, soient eux-mêmes le plus indirectement prévenir les discriminations indirectes ou directes. Direct, c'est assez facile, indirect, c'est plus difficile. Donc ça veut dire qu'on forme les jurys de concours ou les jurys d'examen, qu'on veille à ce qu'ils soient eux-mêmes diversifiés. Si on met que des clones, si on met que des types ou des femmes qui sortent de l'ENA dans un jury, il ne faudra pas s'étonner du résultat. C'est pour ça qu'on va réformer l'ENA d'ailleurs, enfin qu'on a commencé, et qu'on ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Si vous ne prenez que des hommes dans un jury, on a un peu la rançon de la gloire. Donc on veille bien évidemment à ce que les épreuves ne soient pas indirectement discriminantes, de même que la composition des jurys. Et ça, c'est très important. Et il y a une évaluation qui est faite, c'est sur le résultat. On veille chaque année à ce que les nominations, que la part, pour les femmes, que la part des femmes reflète à minima dans les promotions leur part dans la catégorie métier considérée. Et ça, c'est très important. On avait négocié avec les syndicats. Et la négo la plus dure de ma vie, ça a été de mettre à minima. Tout le monde était d'accord pour dire ok, la part des femmes reflète la part dans la population, ça, pas de sujet. Mais pour mettre les deux mots à minima, on a passé 3 jours de négo, parce que ça voulait dire qu'on ne pouvait pas faire moins. Et là-dessus, il y a des résistances un peu partout. Je pense que les résistances à l'EGAPRO et la diversité sont largement... On est tous égaux devant ça. Il n'y a pas de catégories professionnelles ou socio-professionnelles qui sont plus avancées ou moins avancées que les autres. Voilà. Et donc, ça nous amène naturellement à négocier des enveloppes de rattrapage de rémunération pour certaines catégories. Dans certains métiers, c'est plutôt les femmes, à parcours égal, comparables, qui sont défavorisés, et dans d'autres métiers sont plutôt les hommes. Donc il y a plus, par contre, rassurez-vous, il y a plus d'endroits où ce sont les femmes qui sont discriminées. Donc ça, c'est très important de l'identifier, de le nommer et de le compter. Et puis les ministères sociaux, on s'est lancé dans l'expérimentation qui a lieu actuellement pour créer un index diversité. Vous savez qu'il y a un index égalité femmes-hommes pour effectivement, que vous connaissez tous. On voudrait maintenant créer un index diversité pour vérifier que les programmes d'action qu'on mène en faveur du développement de l'égalité femmes-hommes sont bien reprises à l'égard de toutes les autres catégories de collègues qui pourraient être discriminés pour quelque raison que ce soit. Donc l'expérimentation vient d'être lancée, on espère qu'elle va aboutir. Ça se fait sous l'égide de l'État. Voilà, j'ai été un peu long, je m'arrête. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous 3, déjà, de nous avoir planté le décor dans vos organisations respectives. Alors, ce que je vous propose, c'est que nous passions aux questions-réponses, peut-être pour affiner par rapport à ce qui vous intéresse et apporter plus de détails. Voilà. Oui, monsieur. Bonjour. Allô, vous m'entendez? Ah, bon, très bien. J'ai une question pour Monsieur Bernard. D'abord, merci de votre témoignage. C'est vrai que j'ai l'impression que le mot inclusion est assez récent dans notre vocabulaire. Moi, je l'ai connu dans les ONG à l'étranger, dans les pays qu'on appelle les pays en voie de développement. Et parfois, je me demande si, justement, ce mot inclusion est arrivé en France. Est-ce que ça ne veut pas dire que, par certains côtés, la France est devenue un petit peu un pays en voie de développement? Je laisse à chacun le soin de répondre à cette question. Monsieur Bernard, j'ai une question. Vous êtes dans les ministères sociaux. On arrive en majorité par concours. Bon, donc, a priori, il n'y a pas de discrimination dans les concours. Enfin, je veux dire, à partir du moment où les gens ont le diplôme, ils ont un poste. Merci, monsieur, de votre question. Oui, tout à fait. Alors, c'est à partir du moment où les gens ont le concours qu'ils ont un poste, ou l'examen. Bon. Ils passent... Or, dans les épreuves, on s'aperçoit qu'il y a des épreuves qui peuvent être très discriminantes. Vous prenez les concours, l'épreuve de culture générale, au hasard. On sait très bien que cette épreuve de culture générale, qui a un coefficient, alors j'ai plus ça en tête, mais c'est au moins la moitié de la note, va favoriser des futurs collègues
qui ont reçu le même type d'éducation dans les mêmes écoles et qui ont suivi à peu près les mêmes cursus. Donc déjà, on élimine tous les candidats qui ont peut-être vécu des expériences différentes, mais qui pourraient nous apporter beaucoup parce que ils savent peut-être pas disserter sur, je sais pas moi, le service public a-t-il un sens ou l'administration a-t-elle un esprit, des choses comme ça. Et par contre, ils ont peut-être des choses un peu concrètes à nous apporter parce qu'ils ont vécu dans leur vie des expériences fantastiques. Hein. Moi, franchement, j'ai fait les écoles de la République, plutôt les bonnes écoles. J'ai jamais autant appris que pendant une expérience que j'ai eue quelques mois de mon existence, où je montais et je démontais des manèges d'autoscooters avec des amis gitans. Là, j'ai beaucoup appris sur la négociation, sur les relations avec les autres, sur l'apport. Bon, voilà. Et ça, les concours sont encore trop stéréotypés, si vous voulez. Je pense qu'il faut beaucoup plus les axer sur les compétences concrètes. D'accord, mais après les concours. Oui. Parce que là, vous allez nous parler des managers. Ouais. Les managers n'ont plus tellement de rôle à jouer parce que une fois que vous avez le diplôme et que vous avez passé le concours, vous avez un poste, il n'y a plus d'exclus. On est inclus automatiquement. Pas toujours, hein, parce que je prends un exemple. Là, la loi de transformation de la fonction publique a ouvert la porte aux contractuels dans la fonction publique pour qu'il y ait plus simplement, qu'on facilite l'accès des gens qui viennent d'autres horizons et qui n'aient pas passé de concours dans la fonction publique. Hein. C'est ce qu'on appelle l'ouverture de la fonction publique aux contractuels qui peuvent venir du privé avec leurs expériences. C'est pas évident qu'un collègue contractuel qui arrive dans un milieu où les gens ont passé les mêmes concours, se connaissent depuis longtemps, puisse bénéficier du réseau d'aide qui va vraiment faire que son inclusion soit réussie. Et donc c'est vraiment tout au long de la carrière qu'il faut être vigilant et déployer ce type d'activité. Nous allons prendre une autre question, je crois. Oui, madame ? Bonjour à tous, mon nom est Valérie Van Den Bosch de Culture Shift. J'ai une première peut-être réaction à ce qu'a dit monsieur il y a un moment, qui est j'encouragerais tout le monde à faire une grande différence entre diversité et inclusion. Donc à partir du moment où en effet on a accueilli, recruté des profils très divers, ça ne veut pas dire que l'inclusion est d'office installée telle que vous l'avez définie dans l'organisme. Donc je pense qu'il y a encore beaucoup à faire une fois que les gens sont recrutés. Ma question était aussi pour Monsieur Bernard, vous avez parlé d'un index diversité. La question que je me pose, c'est comment crée-t-on un index diversité lorsqu'on a des limites légales par rapport à ce que l'on peut mesurer, les caractéristiques de la diversité que l'on ne peut pas, qu'on ne peut pas mesurer, qu'on ne peut pas aller chercher comme données. Comment fait-on ? Effectivement, on s'est pas mal cassé le nez là-dessus. Hein, quand on a créé le label diversité, on a travaillé avec la HALDE de l'époque, on a travaillé avec Mosaïque, hein, notamment, qui existait déjà à l'époque. Et quand on a voulu mesurer, on a dit, quand on a créé le label diversité, on ne va pas se payer de mots. Hein, de nos mots, on était 2 ou 3. L'idée, c'était de combattre le racisme en entreprise. Point barre. Aussi cru et aussi simple que ça. Bon. Combattre le racisme en entreprise, ça suppose qu'on travaille sur toutes les formes de racisme. Hein. Voilà. Et puis d'abord, le mot race, moi je suis contre. Je pense qu'il n'y a qu'une seule race, c'est la race humaine. Enfin bon, donc c'était un peu compliqué. On a créé un groupe à l'époque, on a beaucoup travaillé avec Claude Bébéard, c'était l'Institut Montaigne notamment, et puis d'autres, Terra Nova, etc. Et on n'est pas arrivé, il faut reconnaître, à trouver un outil de mesure qui fasse l'unanimité et qui soit accepté par la population. Parce qu'il y avait la méfiance légitime aussi. Ah oui, si on veut détecter nos origines, est-ce que ça ne va pas nuire finalement ? Un vrai sujet. Donc on a travaillé ensuite sur le ressenti. Comment vous ressentez-vous, hein ? Et ça, là-dessus, on était déjà un peu moins mauvais. Mais le dossier a été mis en stand-by et on essaie maintenant, avec cette expérimentation, sur... l'index diversité, c'est un balbutiement, hein, à essayer de trouver une forme qui fasse à peu près l'unanimité et qui ne soit, je dirais, suspecte de rien du tout. Parce que d'autre côté, on avait les partisans du comptage qui nous disaient, attendez, quand on ne vous compte pas, vous ne comptez pas. Il y avait ça aussi à l'époque. Hein, donc on essaie, là, on tâtonne. On n'a pas de solution miracle. Je pense qu'on tient le bon bout.
Mais bon, on verra. Un complément qui peut aussi vous intéresser sur ces sujets de méthodologie, parce que dans les actions, évidemment, dans les actions qu'on mène, il y a cet index diversité au sein de Radio France. Il y a 2 éléments sur lesquels on peut regarder. C'est la perception par le public de ce qu'on fait. Et aujourd'hui, par les systèmes de sondage qualitatif, vous pouvez voir, en posant les mêmes questions dans des panels de manière régulière, est-ce que vous pensez que les antennes ont évolué en termes de perception de la diversité, etc. Donc vous avez quand même une façon extérieure, avoir un regard, et ça se fait avec des panélistes et autres, mais même si il y a toujours des marges d'erreur, mais malgré tout, ça permet d'évaluer votre politique grand public. Et deuxième élément, il y a de plus en plus, et on en parlait tout à l'heure dans une plénière, de capacité à faire en sorte que sur de manière anonyme, autodéclarée, il puisse y avoir des systèmes d'évaluation, que les salariés puissent eux-mêmes on leur pose des questions et qu'on fasse remonter des informations. Voilà, donc ça se fait, et ça se fait avec le défenseur des droits, il y a des sociologues qui travaillent dessus. Donc voilà, on a quand même des outils, je pense que ce sera un des angles de méthodologie. Et en fait, sur la partie grand public, par exemple, le CSA a une mesure de la diversité à la télévision, et c'est donc des gens qui regardent la télévision et qui notent les origines ethniques des personnes à la télévision. Donc ça se fait déjà en France. Quand on dit qu'il y a 15% des programmes avec des personnes non européennes, etc., parce qu'il y a quand même des éléments qui sont faits, là, cette fois par le CSA. Et concernant l'autre partie, je crois que toutes les entreprises ont besoin d'une méthodologie. Et c'est pour ça qu'on compte beaucoup sur l'index, pour savoir si la méthodologie proposée sera applicable aux entreprises. Et c'est vraiment un point de méthodologie très important. On peut faire des choses, pas penser que rien n'est possible. C'est ça le message. Et je compléterai en disant que en fait, la grosse différence, c'est que là, on est sur effectivement une méthodologie, etc. Ça ne veut pas dire que dans le dossier RH de la personne, il sera inscrit. Ah, pas du tout. Voilà. Oui, c'est ça la grosse différence. C'est des panels anonymes total avec du sondage. Exactement. Voilà. Ouais. Donc on ne parle pas des bilans sociaux, etc. de l'entreprise, où là, on peut écrire le sexe, on peut écrire l'âge. Tirer au sort des gens de manière anonyme et voir sur un panel ce qu'ils acceptent de déclarer ou pas. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je me permets de prendre là avant de revenir vers vous. Oui. Bonjour, Annabelle Evano, je viens de Bretagne et j'ai un petit cabinet d'accompagnement où je promeus l'embauche des réfugiés dans les entreprises. Et les principales personnes avec qui on travaille, c'est des artisans, des commerçants, ce n'est pas des grosses boîtes, c'est des toutes petites boîtes. Et en Bretagne, on n'a pas l'habitude que vous avez à Paris de la diversité. Et les derniers flux de réfugiés, c'est très dur de les faire rentrer dans les entreprises d'artisans. Les artisans me répondent « Mais attendez, madame, si je prends un noir, un arabe, un afghan, qu'est-ce qu'ils vont dire mes clients ?» Et j'entends ça tout le temps. Et on est vraiment encore plus en retard que vous en Bretagne. Est-ce que vous avez des conseils à nous donner concrètement pour que les employeurs, au moins acceptent la première rencontre, le premier rendez-vous ? Moi, je vais répondre. On est PwC France et Maghreb, donc on a une habitude de travailler avec le Maroc, la Tunisie. Nos consultants sont des équipes totalement mixtes et on n'a aucun problème à présenter à nos clients des CV où 90% des noms ont une consonance non européenne. Enfin, voilà. Ça doit être assumé en fait au niveau du management de l'entreprise pour que le client finissent par l'accepter. Et puis, il faut accepter qu'il y a des clients qui ne l'accepteront pas, ce qui veut dire qu'ils ne sont pas en miroir de nos valeurs. Et donc là, on a aussi probablement dans l'avenir des choix opérés par rapport à nos propres pratiques. Mais je pense que c'est d'abord à nous, les entreprises, d'être assez sûrs de nous pour que finalement, les remarques de nos clients, ça glisse ou ça n'existe pas finalement. Après, du point de vue sociétal, parce que là, je positionne plutôt au conflit de médias qui touchent quasiment tous les Français. Et on voit bien dans quel contexte médiatique on est et le déferlement de temps en temps de haine qu'on peut entendre. Et clairement, on a une problématique sociétale majeure, ce qui fait qu'aujourd'hui, les enjeux de représentation, le décryptage de l'aspect positif de temps en temps, et même en général, de la manière, il faut attendre qu'un boulanger fasse une grève de la faim en France pour son apprenti, pour qu'on se dise, ah tiens, il y a des apprentis, super. Non, mais on a un vrai problème de représentation et même de médiatisation de la réalité. Ce qui fait qu'évidemment, il y a des très gros problèmes. Et on l'a vu à Calais dernièrement, catastrophique. Mais il y a aussi des choses extrêmement positives qui se passent. Et je pense qu'aujourd'hui, dans le climat et dans le service public, on essaie, vous savez, de le montrer,
Et on a des gens maintenant qui essayent justement de bien, dans l'information, de l'équilibrer. Là, aujourd'hui, c'est une question de sociétale. Et si vos artisans, ils regardent des chaînes et toute la journée, on leur dit qu'il va y avoir un problème et que les clients vont flipper, évidemment, on ne va pas y arriver. Et c'est un enjeu qui se porte au niveau des médias, au niveau de la société en général et de citoyens. Nous, on prend notre part de responsabilité médiatique déjà. Parce que c'est quand même... c'est ça qui se passe, faut dire les choses clairement. Hein. Et effectivement... Juste pour je me perds. Pardon, Pascal, oui. Non, juste pour vous dire que, bon, effectivement, je conçois tout à fait, mais tout de suite maintenant, quelle solution? Moi, je n'ai pas de remède miracle. Il y a quelque chose qui peut fonctionner, on l'a fait dans d'autres programmes, dans la Nièvre, hein, par exemple, hein, où c'est à peu près la même sociologie qu'en Bretagne. Je suis nivernais, donc on ne pourra pas m'accuser de... C'est de passer par des tiers de confiance, hein, pour convaincre le boulanger, le mécanicien, j'ai l'exemple d'un garage, d'embaucher donc effectivement des mécanos qui étaient réfugiés. On est passé par un tiers de confiance qui a pu convaincre le garagiste que la personne qu'on lui présentait, elle était tout à fait bien. Et comme le tiers de confiance, c'était le copain du garagiste qui se faisait complètement confiance, on a pu le faire. C'est un exemple concret. Alors, il n'y a pas qu'une seule méthode, hein, mais voilà. Autrement, c'est vrai, il vaut mieux écouter, sans faire de pub, hein, on n'a pas de lien, mais il vaut mieux écouter le service public à la radio que d'autres chaînes qui mettent dans les têtes... voilà, bon, voilà. Alors, écoutez, on pourrait continuer. Je vois qu'il y a encore beaucoup de questions. Excusez-nous, mais en fait, nous avons un timing. Et donc, non, franchement, il faut qu'on termine. Il faut qu'on termine. Ce que je vous propose, c'est que peut-être on continue dans le couloir pour ceux qui veulent, mais il faut que nous laissions la place. Merci beaucoup à tous les trois pour vos interventions. Merci pour vos questions intéressantes. Et puis, peut-être à plus tard dans un autre atelier ou une plénière. Merci beaucoup.